Nous sommes donc réunis ce matin pour aborder la question suivante, qui est l'intitulé de notre matinée. Qu'est-ce donc qu'un zonage pour comprendre le territoire? Quel zonage pour comprendre le territoire? Et je vous propose d'introduire la séance d'abord en questionnant la notion de territoire. Territoire que le statisticien nous invite d'abord à appréhender à travers sa limite, sa bordure, sa frontière. Parce qu'après tout, c'est le propre d'un zonage que de nous proposer une délimitation et de partitionner l'ensemble de l'espace en parties plus restreintes pour laisser entendre que le territoire eh bien, serait une forme de quantité d'espace contenue dans une limite. Donc, si pas de zonage, pas de territoire, parce que pas de limite. Bon, je vois que vous n'êtes pas convaincu par cette première tentative de définition du territoire comme une étendue d'espace comprise dans une bordure. Et d'ailleurs, quand on parle de ces bordures, de ces parcelles, ce terme de parcelle, pas vraiment ce sentiment qu'une parcelle est un territoire en tant que tel. Prenons un autre zonage qui est cher aux statisticiens modernes, le carroyage, les carreaux. Alors les statisticiens modernes sont fiers et sont heureux d'avoir découpé la France et même l'Europe, je crois, en une quantité assez importante de petits carreaux de 1 km de côté, même de 200 mètres de côté, je crois, pour la France. Et ils le font selon un référentiel de projection qui est donc homogène pour toute la nation et même l'ensemble des espaces européens. Et je vous invite d'ailleurs à consulter le courrier des statistiques publié en décembre 2020, c'est le numéro 5, où il y a un très bel article de l'INSEE qui vous vante les mérites des données carroyées et avance la proposition suivante, je cite, « Le carroyage permet de mieux appréhender la réalité des territoires ». C'est un article de notre collègue Valérie Dariot qui est vraiment remarquable pour appréhender comment le carroyage a été conçu et comment les statistiques sont désormais déclinées pour une partie d'entre elles à l'échelle des carreaux. Et nous allons découvrir, je pense, avec Amandine, dans quelle mesure, effectivement, le carroyage est un zonage qui apporte de nouvelles possibilités pour examiner les territoires, pour construire des approches qui sont libérées des contours administratifs et pour, par exemple, repenser la distinction entre l'urbain et le rural. Mais enfin, Amandine, un carreau, c'est pas un territoire. Ah non, c'est vrai, mais je vais vous Un expliquer comment territoire. ça fait un territoire. Je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. Moi, je vais revenir à l'étymologie. Mes collègues sourient parce que je leur fais souvent le coup. Territoire, territorium, qui vient en fait de terra, la terre. Territoire, terroir, terreau. Il y a quand même quelque chose de physique quand on parle du territoire. Il y a une relation empirique avec le territoire. Et les géographes, d'ailleurs, pourraient avancer la lecture morphologique des territoires en évoquant le fait que c'est une certaine composition spatiale, parfois même géologique. D'autres pourraient évoquer comment le territoire est façonné et à travers son paysage, qu'il soit d'ailleurs naturel ou artificiel, a une forme, une matérialité qui le caractérise. On va avoir des paysages ruraux, des paysages urbains, et c'est ce qui va faire territoire. Approche dite morphologique. D'autres vont préférer parler du territoire sous l'angle de l'habitus d'un peuple. Le territoire, c'est ce qui permet à une société d'évoluer dans cette étendue d'espace. Que ce soit une communauté, que ce soit les habitants d'une nation, d'une commune, d'un quartier, à toutes les échelles, en tout cas, cette idée de vivre ensemble et de vivre ensemble parce qu'il y a sur le territoire réunion de fonctions essentielles qui permettent à cette communauté d'exister. Alors, ces fonctions essentielles, ça va être des fonctions productives, des fonctions servicielles, des fonctions administratives, des fonctions résidentielles. Et c'est cette approche dite fonctionnelle qui va amener à ce que le territoire soit vu à travers ce qu'il apporte comme possibilité de fonction vis-à-vis des personnes qui l'occupent. Et d'ailleurs, les statisticiens vont encore plus loin dans cette lecture fonctionnelle qui est aussi partagée avec les géographes, en regardant des territoires mouvants, puisqu'ils vont regarder comment les uns et les autres accèdent à ces fonctions.
productives, servicielles, etc. Et donc, regarder les mobilités, les navettes, les déplacements, les infrastructures de transport. Et donc, repenser le territoire, non seulement parce qu'il a ses fonctions, mais parce qu'il est organisé dans un système permettant d'accéder à ces fonctions. Alors, on pourrait dire que l'approche morphologique, c'est le territoire vu, et l'approche fonctionnelle, c'est le territoire vécu. Et nous aurons d'ailleurs dans nos exposés ce matin, me semble-t-il, 3 témoignages qui sont plutôt dans cette philosophie de l'approche fonctionnelle des territoires, avec la constitution du zonage en bassin de vie qui va examiner la localisation d'équipements, l'accès à ces équipements, le fait d'en réunir suffisamment pour répondre aux attentes essentielles, intermédiaires ou supérieures d'une population. Et c'est l'intervention de notre collègue Virginie Mora qui doit intervenir depuis Marseille, je crois. Merci Virginie pour nous avoir rejoints pour donc illustrer cette lecture fonctionnelle d'un territoire via l'accès à des biens et équipements essentiels. Et nous aurons d'autres illustrations encore de cette idée d'accès à des équipements avec l'intervention d'Arnaud sur le cas des Pays de la Loire, d'accès aux services de soins avec l'intervention de Laura. Et vous verrez d'ailleurs que là, on va encore plus loin, puisque quelque part, dans cette approche fonctionnelle qui nous a permis de construire des zonages, et donc des territoires bassins de vie, on va même les déconstruire. Parce qu'on va avoir des approches dites d'accessibilité potentielle localisée. Vous verrez apparaître cet acronyme d'APL. Quelque part, on ne va même plus regarder quelles sont les limites, mais pour chaque point de l'espace, à quel point ce point de l'espace est relié aux différents services auxquels on souhaite accéder. De l'art, donc, de dissoudre les zonages et peut-être même les territoires, in fine, dans cette approche dite fonctionnelle. Alors, ces deux approches morphologiques fonctionnelles, je les présente comme si elles étaient opposées, c'est loin d'être le cas. Et bien souvent, dans les courants de pensée des géographes comme des statisticiens, eh bien, nous venons émarger à ces deux regards pour essayer d'appréhender le territoire et de produire des outils de zonage qui puissent être appropriés. Et je vais remonter dans le temps, alors brièvement, je vous rassure, en vous citant Voltaire, avec un court passage d'un entretien avec un géomètre, où vous allez retrouver les deux notions. Je cite. Combien croyez-vous que le territoire de France contienne d'arpents? 130 millions, dont presque la moitié est en chemin, en ville, villages, landes, bruyères, marais, sable, terres stériles, couvents inutiles, jardins de plaisance, terrains incultes. Vous entendez à la fois des termes qui décrivent le paysage, qui décrivent vraiment le sol, mais aussi ce qui était installé sur ce sol et le fait qu'il y ait des fonctions utiles ou pas, de la morphologie au fonctionnel. Alors, je pourrais poser la question à ma voisine de savoir, chère statisticienne, combien de millions de carreaux incultes ou productifs compte le territoire de France. Mais ce serait une question piège, je ne vais pas la poser. Alors, je vous propose quand même une dernière définition du territoire. C'est celle que je préfère, définition du Littré, étendue de terre qui dépend d'un empire. Alors, on va entendre par empire le fait de dépendre d'un gouvernement, d'une volonté publique de gouverner, d'organiser collectivement la vie sur cette étendue de terre. Ceci pour introduire le territoire via le projet que porte le territoire. Un territoire, c'est aussi une matérialité pour une société qui vise à s'organiser et à porter des valeurs, porter un certain nombre d'espoirs à travers cette quantité d'étendue qui lui permet de se réaliser. Et nous avons des territoires ruraux comme des territoires urbains qui vont en fait se réaliser par le projet porté par la société civile, par les acteurs publics ou par les acteurs économiques. Et ceci peut s'appliquer depuis un quartier jusqu'à une région, depuis un carreau peut-être jusqu'à une nation. Et cela tant sur des pans sociaux, économiques, culturels, environnementaux, urbanistiques. Et à mon sens, c'est en cela que le statisticien s'évertue à vous proposer, en fait, et délibérément, une pluralité de zonages pour faire en sorte de démultiplier les illustrations statistiques des projets. À chaque projet, son zonage de pertinence, parfois zonage administratif,
parfois zonage fonctionnel, parfois zonage morphologique. Et nous avons besoin en fait de démultiplier ces échelles d'observation pour finalement délimiter non pas des étendues de terre, mais des étendues de projet. Et c'est en cela que je définirais le territoire comme une étendue de projet. Et il nous s'agit effectivement, dans la statistique, de nous proposer non pas seulement une mesure de ce territoire, mais une compréhension des limites et des enjeux du projet que les acteurs souhaitent y développer. Et il me semble que l'intervention proposée, peut-être en cœur d'ailleurs de cette matinée, avec le propos de Sylviane Le Guyadère pour illustrer la caractérisation, la typologie des ruralités, eh bien, entre en résonance parce que vous allez y lire une description des espaces ruraux avec des analyses sur les transformations démographiques, les transformations économiques, les possibilités offertes par ces espaces ruraux, les défis qui s'y trouvent confrontés, certes depuis des statistiques, mais avec l'idée d'inspirer pour les acteurs publics ce qui pourrait être fait en accompagnement de ces ruralités. Donc là, on est bel et bien dans cette rencontre entre des outils de mesure et des zonages, une certaine acception du territoire comme un espace de vie, un espace de projet, et le fait d'être en éclairage pour ce que les acteurs de ces territoires veulent mettre en œuvre comme accompagnement. Je terminerai avec cette réflexion sur la notion de science territoriale. Ce que je retiens, moi, de ces zonages et de ces métriques, c'est que c'est quand même un immense puzzle. Et que de ce puzzle, nous sommes tous détenteurs d'une ou plusieurs pièces, mais sans que, isolément, nous puissions avoir la vue totale de l'espace ou peut-être des espaces dans lesquels nous nous positionnons et des multiples projets qui s'y trouvent à poser de façon multiscalaire. Et pour avoir cette lecture d'ensemble, je vous invite non pas à privilégier un zonage, quand bien même ce serait celui qui correspond à votre territoire de compétences, mais à avoir plutôt, allez, une lecture en diagonale. C'est l'occasion de s'autoriser une lecture en diagonale dans le sens, passons d'un zonage à un autre, d'un territoire à un autre, jonglons entre toutes ces échelles pour recomposer ce puzzle statistique. Et c'est aussi l'intention de cette matinée, de vous proposer cette écoute en diagonale de toutes les interventions qui vont jongler du carreau jusqu'au bassin de vie, jusqu'à la notion d'accessibilité, pour que vous puissiez recomposer ce puzzle statistique. Place désormais aux intervenants et au débat, puisque dans l'ordre du jour, nous vous avons prévu 2 moments de discussion. Alors, ce n'est pas à l'issue de chacune des interventions, mais je crois que nous avons prévu de réunir par grappe un certain nombre d'éclairages, en commençant par la prise de parole d'Amandine et de Sylviane, puis un temps de débat, et les 3 exposés qui suivront, et encore un temps de débat. Amandine, tu as la parole. Merci Arnaud. Alors moi, je vais vous parler du rural et de la nouvelle définition du rural, définition proposée par l'INSEE en concertation avec des utilisateurs d'horizons variés, des statisticiens publics, des associations d'élus, des universitaires, pour mieux rendre compte des réalités des territoires et de leur transformation. Alors, le rural, c'est une notion qui est complexe à définir. D'abord parce qu'il recouvre plusieurs dimensions. Quand on pense à rural, on pense bien entendu à espace agricole, à une connotation paysagère, à un certain cadre de vie et aussi à une notion d'éloignement. Jusqu'en 2020, le rural était défini en creux de l'urbain. C'était l'ensemble des communes n'appartenant pas à une unité urbaine. Mais comme je vous le disais, les réalités du rural sont multiformes et hétérogènes. Et les espaces ruraux se définissent d'abord par leur faible densité de population. Par conséquent, la nouvelle définition proposée du rural rompt avec l'approche centrée sur la ville et va s'appuyer sur la grille de densité. Donc le rural, ça correspond à des territoires où le bâti et les habitants sont dispersés. Donc une belle approche morphologique du coup.
et on va s'appuyer sur des carreaux. Donc, la définition du rural, elle s'appuie sur la grille de densité. Elle va nous permettre de placer les communes. On a quelqu'un qui a son micro allumé. Si vous pouvez couper les micros à distance, s'il vous plaît. Donc, on va classer les communes en fonction du nombre d'habitants et de leur répartition sur le territoire, en s'appuyant sur une méthodologie européenne basée sur une grille de carreaux de 1 km de côté, ce qui présente l'avantage d'avoir une stabilité de ce découpage dans le temps et d'être indépendant des périmètres institutionnels. S'agissant d'une méthodologie européenne, on va pouvoir aussi avoir des comparaisons entre pays, ce qui va être relativement pratique pour les régions frontalières. Alors, d'un point de vue méthodologique, on va d'abord identifier les carreaux dont la densité de population est supérieure à un certain seuil. Ensuite, on va regrouper les carreaux de même groupe de densité contigu. Si l'ensemble de carreaux contigus contient un certain nombre d'habitants, on va identifier un agrégat de carreaux. Et ces agrégats, selon la grille présentée sur cette diapo, vont être regroupés en clusters. À savoir que si on a des carreaux de densité supérieure ou égale à 1500 habitants par kilomètre carré et que l'agrégat regroupe au moins 50 000 habitants, on va pouvoir définir un cluster urbain dense de niveau 2. Toujours pour une densité supérieure ou égale à 1500 habitants au kilomètre carré. Si cette fois on est sur un agrégat qui comprend entre 5000 et 49 999 habitants, on va être sur un cluster urbain dense de niveau 2. Ensuite, on descend d'un cran, on se positionne sur les carreaux de densité supérieure ou égale à 300 habitants, toujours dans cette idée d'avoir un agrégat de plus de 5000 habitants. On va définir les clusters urbains semi-denses et on va distinguer le périurbain du non périurbain, selon que l'agrégat soit contigu à un cluster dense de niveau 1 ou 2, ou qu'il soit situé à moins de 2 km de ces mêmes types de clusters. Toujours pour une densité de carreaux supérieure ou égale à 300 habitants au kilomètre carré, mais cette fois-ci, pour des agrégats compris entre 500 et 4999 habitants, on va définir les clusters ruraux. Et puis pour tout le reste, tout ce qui ne va pas faire partie des autres clusters, on va se fixer un seuil à 50 habitants par kilomètre carré et définir les carreaux ruraux de faible densité et les carreaux ruraux de très faible densité. Chaque commune va ensuite être affectée dans une catégorie en fonction de la part de la population communale comprise dans les différents types de clusters. Et ça va nous donner un continuum entre l'urbain et le rural, donc la possibilité de décrire le territoire en allant des territoires les plus urbanisés et fortement peuplés jusqu'aux territoires les plus isolés et peu peuplés. Donc là, vous avez les catégories d'espace, urbain, rural, la déclinaison de la grille à 3 niveaux, avec les communes densément peuplées, les communes de densité intermédiaire, donc qui constituent l'urbain, et les communes rurales. Et puis une grille à 7 niveaux, où finalement les communes densément peuplées vont former les grands centres urbains qui sont les cities européennes. Les communes de densité intermédiaire vont être subdivisées en 3 catégories, les centres urbains intermédiaires, les ceintures urbaines, les petites villes, et le rural, les communes rurales vont elles aussi être divisées en 3 groupes, les bourgs ruraux, le rural à habitat dispersé et le rural à habitat très dispersé. Et donc, voilà ce que ça donne. Donc, la grille de densité à 3 niveaux projetée sur les Pays de la Loire. Vous voyez que c'est très vert, les Pays de la Loire. 90% des communes de la région sont rurales et elles hébergent la moitié de la population de la région. Alors, si on descend d'un cran sur la grille de densité à 7 niveaux, là, vous avez un peu plus de détails. Et vous pouvez voir, en regardant la carte de France, qu'il y a quand même une particularité dans la région, puisqu'on retrouve beaucoup le vert foncé sur notre territoire, qui correspond aux bourgs ruraux. Ces bourgs ruraux qui structurent l'espace rural français, notamment en matière de services. Et puis, quand on zoome, on voit aussi qu'il y a pas mal de taches rose clair. Ce sont les petites villes. Et donc, cette carte illustre parfaitement l'idée qu'on se fait de la région avec son maillage serré. Nous, on en parle souvent dans nos études, du maillage serré des Pays de la Loire, avec les grands centres urbains, les centres urbains intermédiaires, les petites villes et les bourgs ruraux, qui sont autant de relais sur le territoire.
Alors, sur cette diapo-là, je vous propose de regarder la répartition des communes selon la grille, mais aussi la répartition de la population. Et donc, on voit assez nettement cette particularité sur les petites villes et les bourgs ruraux, puisque si vous regardez la répartition de la population, vous voyez que par rapport à la France, eh bien finalement, on a 2 fois plus de population qui habitent dans des petites villes ou des bourgs ruraux dans les Pays de la Loire, hein. Alors, finalement, cette grille à 3 niveaux, hein, c'est une approche morphologique du territoire. En règle générale, elle va suffire pour la diffusion des données et dans les études. Et si on a besoin d'un découpage morphologique plus fin, parce qu'on veut interroger le rural isolé, par exemple, alors on peut mobiliser la grille de densité à 7 niveaux. Mais il y a quand même 2 petits points d'attention à avoir. D'abord, dans le rural, dans l'urbain, pardon, la partition des communes de densité intermédiaire en 3 catégories est complexe à interpréter, en particulier parce que les ceintures urbaines sont en quasi-totalité dans les couronnes périurbaines au sens du zonage en aire d'attraction des villes. Et donc là, leur utilisation va être à voir au cas par cas, en fonction des sujets. Et dans le rural, le petit point de vigilance, il est sur le rural à habitat très dispersé. Parce que si vous avez fait attention sur la diapo précédente, il n'y a que 2% de la population qui habite dans le rural très dispersé. Par conséquent, les résultats sur cette catégorie-là portent sur assez peu de monde, en fait, et vont donner des résultats un peu plus fragiles. Donc, on recommande de regrouper à minima les communes rurales à habitat dispersé avec les communes rurales à habitat très dispersé. Alors, je vous propose un exemple, hein, puisque cette grille de densité, qui est un zonage morphologique, on l'a déjà dit, elle est bien adaptée pour les analyses en lien avec les caractéristiques physiques des territoires, comme par exemple les caractéristiques des logements, et ça c'est mécaniquement lié à la construction de cette grille, hein, puisque c'est basé sur la concentration de population. Donc par exemple, si vous regardez la répartition des appartements selon la grille de densité à 7 niveaux, vous allez avoir une répartition très différente d'une catégorie à l'autre de la grille. Ça marche aussi très bien pour les temps d'accès aux équipements. Donc là, c'est ce qui vous est proposé sur le graphique avec le temps d'accès médian aux équipements du panier vie courante selon la grille de densité à 7 niveaux. Et vous voyez que quand on regarde les 3 catégories du rural, hein, il y a des écarts assez marqués entre les bourgs ruraux qui sont à un peu plus de 5 minutes du panier de vie courante et à l'autre bout du spectre, le rural à habitat très dispersé qui est à 9 minutes. Maintenant, avec notre particularité régionale de ce maillage très très serré, vous voyez que les écarts sont moins marqués au niveau national au niveau régional qu'ils le sont au niveau national, puisqu'au niveau national, là, on va du simple au double, de 5 minutes pour les bourgs ruraux, on passe à un peu plus de 11 minutes pour le rural à habitat très dispersé. Voilà, donc tout ça pour dire que cette grille est parfaitement adaptée pour des analyses qui sont en lien avec des caractéristiques physiques des territoires. Alors, il y a quand même pas mal de cas de figure où cette grille de densité ne va pas suffire. Pour la plupart des analyses sociodémographiques, ce n'est pas suffisant pour rendre compte des spécificités des territoires et il va falloir adopter un zonage fonctionnel, notamment pour étudier, par exemple, l'évolution de la population ou le taux de pauvreté dans le rural. Il est préférable de mobiliser le zonage en aire d'attraction des villes que la grille de densité à 7 niveaux, tout simplement parce que les communes rurales qui sont situées à proximité d'un pôle d'emploi ne vont pas avoir du tout la même dynamique de population, par exemple, que les communes rurales qui sont éloignées des pôles d'emploi. Donc là, on va proposer de croiser finalement la grille à 3 niveaux avec le zonage en aire d'attraction des villes pour distinguer les communes rurales périurbaines des communes rurales non périurbaines. Donc les communes rurales périurbaines sont des communes rurales qui appartiennent à une aire d'attraction des villes de 50 000 habitants ou plus. Et les communes rurales non périurbaines sont des communes rurales qui sont hors d'une aire d'attraction des villes ou dans une aire de moins de 50 000 habitants.
Donc, du coup, voilà ce que ça donne au niveau des Pays de la Loire, hein, la répartition donc, des communes rurales périurbaines en vert foncé et les non périurbaines en vert clair. Et si on s'intéresse à la dynamique de population dans le rural, là, vous avez une petite grille de lecture qui vous donne en ligne la grille de densité à 7 niveaux, hein, en regroupant l'habitat dispersé avec le trait dispersé. Et vous allez voir que finalement, le taux de croissance de population est assez proche entre les bourgs ruraux et les communes à habitat dispersé ou très dispersé. Si vous prenez la grille fonctionnelle, vous voyez qu'il y a une différence très nette entre les communes du rural périurbain et du rural non périurbain. Donc voilà, pour ce cas de figure-là, il vaut mieux avoir une approche fonctionnelle pour pouvoir capter finalement la distinction qui va se faire entre du rural périurbain et du non périurbain. Même chose sur le taux de pauvreté. Alors là, pour le coup, le taux de pauvreté entre les bourgs ruraux et les communes rurales à habitat dispersé ou très dispersé, il se situe autour de 11%. Si vous faites une lecture différente avec une approche fonctionnelle, vous voyez que on passe de 9 à 14% entre les communes du rural périurbain et les communes du rural non périurbain. Donc tout ça pour dire que finalement, selon le sujet qu'on souhaite analyser, il faut quand même réfléchir à si on souhaite, enfin, il faut privilégier une analyse morphologique ou fonctionnelle et jusqu'où on descend dans le niveau de détail de la grille de densité. Voilà, merci. Merci Amandine. Alors, je vous avais promis un puzzle territorial. Vous voyez, on a même plus qu'un puzzle territorial, parce qu'il est en 3 dimensions, hein. On a croisé le morphologique et le fonctionnel. J'ai retenu qu'il fallait prendre la grille de densité à 3 classes croisées par les aires d'attractivité des villes pour avoir la proposition d'analyse qui a été retenue en conclusion. On va donc tout au long de la matinée jongler entre ces différentes approches. Et sans plus tarder, proposer à Sylviane en webconférence de prendre la main, sans doute en partage d'écran, pour nous proposer une lecture des ruralités, lecture qui va aussi évoquer les trajectoires des espaces ruraux. Sylviane? Bonjour Arnaud, bonjour à tous. Écoutez, je suis très heureuse de participer à ce temps d'échange pour plusieurs raisons. C'est effectivement un sujet fondamental, cette approche croisée, je pense, va être très riche et très utile. Et puis, revenir vers les collègues des Pays de la Loire où j'ai sévi de nombreuses années me fait énormément plaisir, et de voir effectivement les analyses en Pays de la Loire me tiennent chaud au cœur, et j'ai d'excellents souvenirs des relations professionnelles. Donc merci Arnaud, et merci aussi à Nathalie. Ceci étant dit, effectivement, moi je vais vous présenter un travail qu'on a mené sur les typologies des ruralités, qui vient vraiment s'inscrire en complémentarité de l'exposé précédent. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien mon écran. Je vais essayer de le mettre en affichage peut-être pleine. En tout cas, Sylviane, nous Affichage, t'entendons parfaitement dans la salle et nous voyons bien ton écran. Très bien. Donc, comme je disais, je pense que c'est intéressant d'intervenir suite à l'exposé précédent, hein, auquel j'adhère pleinement, et aussi aux définitions données par Arnaud. Effectivement, zonage ne fait pas territoire. Le travail que l'on a mené au niveau de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, hein, dont les missions principales concernent l'appui au territoire, et au premier rang desquels les collectivités territoriales, pour les aider à développer leurs projets de territoire. L'ANCT a effectivement souhaité lancer une étude, et donc je vous propose ici donc les résultats. Et donc là, ici, on n'est pas sur un zonage, mais bien sur un regard, hein, une nouvelle grille de lecture à partir justement de données produites concernant le zonage et les communes rurales. Donc, rappeler effectivement qu'en 2019, le gouvernement avait mis en place des commissions d'élus et d'acteurs dans le cadre de l'agenda rural, et avait donc passé commande officielle à l'INSEE pour définir un zonage rural de communes rurales, partant du principe que jusqu'à présent, on avait plutôt défini le rural en creux par rapport à l'urbain.
Et donc, suite à l'élaboration de ce zonage, on avait eu aussi l'INSEE nous avait conviés effectivement aux réflexions du groupe de travail qui a été cité. Il a été décidé d'avoir une approche complémentaire pour enrichir la connaissance sur ces territoires ruraux. L'objectif était de montrer qu'on avait effectivement une diversité de situations et l'exposé précédent a bien montré que quand on est une commune rurale en périurbain ou hors périurbain, effectivement, on ne parle pas tout à fait des mêmes problématiques, de même que enfin, voilà, on ne parle pas des mêmes problématiques, pardon. Donc la finalité de cette approche, montrer la diversité et bien évidemment une finalité opérationnelle. L'idée étant de voir comment, par rapport à l'élaboration de programmes de politique publique à destination de ces territoires ruraux, ne fallait-il pas intégrer aussi qu'on avait affaire à des contextes territoriaux et des enjeux de nature extrêmement différente. Donc, nous avons confié une étude au cabinet Acadie et à Magali Talandier, un comité de pilotage auquel a participé l'INSEE, la DAR, mais aussi des associations d'élus, de représentants aussi d'acteurs locaux, nous a effectivement permis de produire ce travail assez riche, dont je vous parlerai ensuite de l'utilisation que nous allons en faire très prochainement. On s'inscrivait dans des études qui avaient été menées par la DATAR en 2003 et 2011, qui étaient des approches, on va dire, fonctionnelles, si je peux reprendre la bonne terminologie. Vous aviez deux cartes, enfin deux périodes d'analyse, une carte en 2003 et en 2011, qui donnait déjà à voir une géographie qui est quand même assez similaire en fait entre ces deux approches. L'idée était de se dire en 2020, on avait un pas de temps d'une dizaine d'années, voir comment ces territoires avaient évolué. Donc la première commande était de dire comment on peut actualiser je dirais, cette grille de lecture qu'on avait eue en 2003 et 2011. Ça, c'était la première finalité. Et ce qu'on en a souhaité aussi, c'était de mieux caractériser justement ces espaces ruraux pour mieux mettre en évidence leur dynamique, mais aussi leur modèle de développement, toujours avec cette finalité opérationnelle. Donc, deux approches ont été menées. Donc, cette première typologie qu'on a qualifiée de structurelle, qui est donc un peu l'actualisation des études d'ATAR dont je viens de vous parler. Et donc là, classiquement, ont été repris un certain nombre de problématiques, on va dire, et d'enjeux classés, on peut dire, en six grandes thématiques, mais qui ne vous surprendront pas. Tout ce qui concerne les dynamiques démographiques, les fonctions économiques, les fonctions d'accessibilité aux services, on en a parlé tout à l'heure, et donc les impacts en termes d'attractivité ou de centralité, les dynamiques sociales et les inégalités des habitants, puisque ça a bien été dit, les territoires, ce sont avant tout aussi des activités, mais des hommes, les profils des populations au niveau professionnel, au niveau des diplômes, la part des jeunesses, et puis caractéristiques des logements. Et en fait, ce sont des thématiques qui avaient été mobilisées dans les typologies ou dans les cartes précédentes, sauf que là, on a considéré qu'il fallait enrichir et mettre beaucoup plus d'indicateurs, notamment sur cette thématique du logement. Et l'actualité, effectivement, nous confirme que cette analyse de l'occupation des logements, les rythmes de construction sont extrêmement fondamentaux aujourd'hui dans nos territoires et notamment dans les territoires ruraux. Donc, cela a donné lieu à cette première carte. On a souhaité travailler à l'échelle communale, comme la première typo en 2003 était sur l'échelle communale, puis cantonale. On est revenu, la notion de canton pour nous était un découpage administratif qui ne faisait pas forcément sens. Donc, on a souhaité rester à une maille communale et donc l'étude a bien été menée sur l'ensemble des communes rurales au sens de la définition qui a été donnée tout à l'heure.
Et donc, on a ici, on va dire, 2 niveaux d'analyse. On a fait quatre catégories de typologie au regard des fonctionnalités majeures qui en sont ressorties. La première, c'est les ruralités résidentielles. La deuxième, ce sont les petites polarités. Ensuite, on a mis en exergue les ruralités productives et ensuite les ruralités touristiques. Donc là, on n'est pas, l'idée n'était pas forcément d'être innovant, hein. On retrouve, je pense, que des catégories que vous pouvez partager. Ce qui est intéressant à l'intérieur de ces catégories, c'était quand même de regarder des profils différents, puisque sur les ruralités résidentielles, donc on a quand même deux classes en marron et en jaune sur la carte, où on distingue quand même dans les ruralités résidentielles celles qui sont occupées par des habitants à des revenus élevés et avec une plus forte proportion de cadres, et donc un rythme de construction de logements qui génère une forte artificialisation des sols, une représentation de jeunes assez plus élevés, bien évidemment, que la moyenne, alors qu'on a des ruralités résidentielles qu'on a qualifiées de plus mixtes, où là, on peut quand même voir des différences en termes de revenus de population, en termes d'artificialisation moindre, et une faible concentration de l'emploi. Je rappelle, hein, l'approche typologique, enfin, je pense que j'ai affaire à un public de spécialistes, c'est bien pour montrer, c'est une caricature de la réalité, hein, dire en quoi ces territoires sont un peu plus, je dirais, appartiennent un peu plus à ce profil que d'autres, comment on se distingue dans une logique d'approche comparative. Alors, les petites polarités, même exercice, on a distingué deux catégories. Les polarités qui ont un profil plus industriel et artisanal, et puis des polarités où on a, je dirais, un profil beaucoup plus mixte en termes d'activité. Les ruralités productives, ensuite, là aussi 2 catégories, celles qui sont plutôt ouvrières et celles qui sont plus agricoles, hein, en regardant justement la surreprésentation, notamment des catégories socio-professionnelles. Ce qu'on peut quand même pointer, hein, concernant les ruralités productives, on peut pointer notamment sur la catégorie en vert. Donc, ce sont quand même des territoires qui sont au-delà de l'activité agricole, des territoires vieillissants, des baisses de population, donc il y a un fort taux de vacances résidentielles. Donc là, en termes de levier d'action publique, tout de suite, ça doit pouvoir interpeller un certain nombre de dispositifs. Et puis la dernière catégorie, les ruralités touristiques. On s'est longuement interrogé sur le maintien ou pas de cette catégorie. Et là, on voit bien qu'on embarque les territoires littoraux notamment, mais aussi beaucoup les territoires de montagne. On l'a maintenu parce que ça nous semblait quand même important à distinguer. Il y a une couverture territoriale non négligeable. Et puis, c'était intéressant aussi pour nous de distinguer le tourisme, les territoires en vert foncé très touristiques, mais également éloignés des pôles avec une concentration de l'emploi, et de catégories de territoires touristiques avec des revenus plus faibles, et donc peut-être plus fragile. Voilà ce que je veux. Donc là, je vous détaille les quatre, on va dire les 4 couches, hein, pour voir ici la couverture territoriale, hein, c'est intéressant. Bon, je pense que la géographie ne surprend personne. On voit bien sur les ruralités résidentielles qu'on est sur des couronnes périurbaines, hein, de principales métropoles ou agglomérations. Les ruralités productives montrent quand même qu'il y a de l'activité dans ces territoires, et on voit bien les profils des petites ruralités industrielles notamment, et dans les territoires de l'Ouest et dans les Pays de la Loire en particulier. Les ruralités touristiques, je le disais tout à l'heure, c'est le littoral et la montagne. Et ce qui nous a quand même pas mal intéressé, c'est de regarder le maillage des petites polarités, hein, pour voir comment le maillage territorial se dessine. Et là aussi, sans faire une analyse ligérienne, parce que j'ai en face de moi donc des plus grands spécialistes, on voit bien quand même que les Pays de la Loire se caractérisent par la présence de cette petite polarité, et comme ça a été très bien souligné tout à l'heure. Et tant mieux, ça veut dire que notre étude n'est pas complètement incohérente sur le contenu. Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette
première approche. Ce qui a été intéressant, c'est de doubler cette typologie d'une autre approche plus innovante, celle-ci, puisque a été élaborée une deuxième approche tout à fait complémentaire. Là, on a souhaité travailler à une autre maille, parce que l'idée, c'était s'interroger beaucoup plus ici sur des enjeux, sur des profils de territoire qui seraient confrontés de manière différenciée par rapport aux enjeux de transition qui s'opèrent dans nos territoires, et voir comment les territoires avaient des capacités ou pas à relever un certain nombre de défis. Donc là, on a souhaité travailler plutôt à une maille, je dirais, une maille intercommunale, les EPCI, en effectivement indiquant que les EPCI, en termes d'intervention publique et financière, pouvaient avoir des leviers de développement. Donc là, nous avons pris les EPCI, l'ensemble des communes rurales des EPCI. Donc vous avez vraiment une couverture territoriale où on est allé on a fait le choix arbitraire d'aller aussi retenir, justement pour appréhender toute cette dynamique des territoires ruraux périurbains, de regarder très finement l'ensemble des territoires, y compris des EPCI qui peuvent être qualifiés d'urbains, mais composés d'un certain nombre de communes rurales. Sur cette typologie, trois approches, trois dimensions pour identifier les capacités contributives des espaces ruraux. Une première approche sur les contributions des espaces aux services environnementaux, alimentaires et énergétiques. Donc là, on a mobilisé un certain nombre de données sur les secteurs agricoles, les circuits courts. Enfin, je ne vous liste pas, vous avez la diapositive et je pense qu'elles vous seront mises à disposition. Donc, contribution de ces espaces aux services environnementaux, alimentaires, énergétiques. Une deuxième approche pour qualifier aussi ces espaces au regard des productions et de l'économie productive et exportatrice. C'est important pour nous d'identifier en fait le degré de dépendance à l'international ou développement plus endogène des territoires dans les chaînes de valeur de production. C'est quand même lourd de sens là aussi en termes de stratégie et je dirais, des entreprises et des activités et voir comment la collectivité publique, qu'elle soit ou l'État, peuvent être accompagnatrices ou pas et des enjeux qui peuvent bien évidemment dépasser des échelles locales. Et puis, ça a été bien dit tout à l'heure, les territoires, ce sont des individus, c'est regarder les trajectoires de vie des individus et de voir notamment comment ces territoires sont en capacité d'accueillir des habitants ou voir comment les habitants, je dirais, arrivent ou partent de ces territoires. Donc, toute cette dimension je dirais, liée à la sphère résidentielle, que ce soit en termes de logement, mais aussi de mobilité des personnes. Je vous invite, je remettrai le lien sur l'étude. Vous avez tout le détail des indicateurs qui ont pu être mobilisés pour produire ces analyses et donc les cartes que je vous présente maintenant. Donc cette carte sur la typologie systémique, elle est intéressante parce qu'elle dessine bien évidemment des nouveaux espaces et une somme de PCI ou de territoire qui fait qu'on a des enjeux clairement. La première interprétation qu'on peut faire de cette carte, c'est qu'on voit bien qu'il y a des profils, je vais revenir sur les 4 profils divisés eux-mêmes en 2, donc il y en a au total 7 profils identifiés, mais qui montrent des territoires supra-communaux, supra-intercommunaux, qui montrent que les enjeux donc vont se poser à différentes échelles, et c'est là dans le débat, je pense que l'échelle d'analyse est assez intéressante à poser, et on voit bien des enjeux qui se posent notamment sur la catégorie des transitions agroécologiques qui peuvent embarquer des territoires relativement vastes et qui dépassent bien évidemment les territoires administratifs. Je reviens sur les 4 catégories. Je vais essayer, pas trop de dépasser mon temps, mais les 4 catégories, c'est les transitions agroécologiques. Donc ici, je vais vous montrer les couches ensuite.
Donc une approche plus sur les transitions agro-industrielles, une approche sur agrométropolitaine et une approche sur les transitions agrotechniques. Je reviens tout de suite en détail sur ces 4 grandes catégories en montrant la couverture territoriale. Hein, on a redécomposé les couches. Cette carte, elle montre donc l'équilibre visé à identifier l'équilibre auquel doivent être confrontés ces espaces entre, d'une part, la nécessaire préservation des espaces naturels, hein, ce sont donc des espaces à forte composante d'espaces naturels, et donc équilibre entre préservation des espaces, la transformation des activités agricoles, l'accueil de nouvelles populations, et donc des espaces qui sont en plus fortement exposés aux risques, et notamment aux risques climatiques. Donc là, c'est quelque part faire mieux prendre conscience de ce caractère primordial pour ces territoires, en tout cas, qui ont pour nous, selon la grille d'analyse, une prégnance toute particulière. Ça ne veut pas dire que ces dimensions-là ne sont pas présentes dans les autres territoires, mais ceux-ci sont particulièrement pointés avec, je dirais, deux distinctions. Hein. On a des systèmes à forte valeur naturelle ou agricole, sous pression résidentielle et touristique, donc il va falloir quand même gérer l'accueil des habitants à l'année et touristique, et puis des territoires qu'on a quand même maintenus, très localisés dans les territoires de montagne, où là, on considère que là, c'est particulièrement la pression touristique qui va jouer, mais ça ne surprendra personne. Bon, pour revenir à votre région, hein, on retrouve quand même des espaces tout à fait importants, notamment dans le sud de la Vendée, hein, mais pas que. Ensuite, deuxième approche sur les transitions agro-industrielles. Là, l'idée, c'était d'attirer l'attention dans ces territoires sur la garantie du maintien d'une compétitivité des activités agricoles et industrielles, mais dans un contexte de vieillissement de population active. Donc, c'est la question du maintien des savoir-faire, et tout en étant vigilant sur la préservation des ressources, des sols, eau, énergie. Je fais une parenthèse, hier j'étais à un débat très riche sur le cercle de l'aménagement du territoire, où on avait un pôle de compétitivité sur les activités textiles, et je pense que c'est des activités qui sont encore très présentes en Pays de la Loire, et ce pôle de compétitivité avait le souci justement de réfléchir en termes de recherche sur la préservation de la ressource en eau, c'est-à-dire que parce que désormais, effectivement, il y a à la fois la reconversion des textiles usagés, mais aussi la question de la ressource et des territoires qui sont par exemple en souffrance hydrique, qui va poser le maintien d'un certain nombre d'activités. En Pays de la Loire, peut-être un peu moins qu'ailleurs en France, mais dire que par exemple, on voit bien que les problématiques de ressources et d'énergie sont très impactantes sur le devenir des activités économiques. Donc là aussi, on distingue deux catégories, pour revenir sur ces transitions, deux catégories de territoires, où là aussi, selon les profils des activités, ces activités sont plus ou moins soumises, je dirais, à la concurrence internationale. C'est le cas donc des territoires en violet clair, et puis une concentration aussi de territoires où on a des établissements industriels très spécialisés, mais aussi une forte présence de polyculture et élevage. Donc, on peut imaginer des problématiques un peu différentes sur ces territoires qui s'intègrent dans une logique plus de groupes industriels multinationaux. Troisième approche, troisième filtre, celle-ci, je pense, est celle dont la géographie, je dirais, je le répète, n'est pas, je dirais, confirme ce que l'on supposait, à savoir que là, on est sur la coordination d'enjeux, en termes d'enjeux sur la coordination de différents modes d'occupation de l'espace périmétropolitain, puisque là, on est beaucoup dans le périurbain.
qui s'étale plus ou moins, hein, quand même, selon les régions. Et là aussi, ressort très nettement le maillage des grandes villes au sein des Pays de la Loire. Donc, et du coup, un territoire quand même relativement équilibré si on le compare à d'autres régions et autres grandes régions que sont, par exemple, Nouvelle-Aquitaine et Grand Est, où là, on voit vraiment, je dirais, un équilibre territorial très perturbé sur ce type de transition, enfin en tout cas moins réparti de manière équilibrée. Et donc là, je répète, on retrouve la problématique de la périphérie des métropoles, des territoires périurbains, et on a identifié un écosystème particulier autour de l'Île-de-France, hein, et des régions qui sont limitrophes, hein, des territoires limitrophes à l'Île-de-France. Hein. On voit bien l'étalement urbain lié notamment à la localisation des activités, mais aussi à l'étalement de la localisation et de la pression résidentielle dans ces territoires. Et puis j'en termine sur une dernière catégorie qui nous a posé beaucoup de questions, mais qu'on a souhaité maintenir en l'état, c'est de mettre en exergue qu'il y a des territoires qui sont soumis à des enjeux de production, de services et environnementaux, énergétiques. Donc là, ils vont être vraiment leur enjeu pour ces territoires. Les enjeux pour ces territoires, c'est notamment voir comment ces activités peuvent être maintenues, voire se développer dans une logique de transition énergétique et écologique, avec des enjeux nationaux. Hein. On y retrouve notamment les territoires où se trouvent des centrales nucléaires. On y retrouve des territoires où il y a un certain nombre d'équipements de traitement des eaux et des déchets ou de production de biogaz, mais aussi des territoires à forte fonction logistique qui vont être utiles à l'ensemble des territoires et notamment aussi utiles aux métropoles. Donc, on voit la couverture territoriale hein, qui n'est pas négligeable et donc des interpellations en termes de développement de ces activités où là on va une fois de plus être confronté à la fois à la préservation, aux risques naturels, aux risques technologiques et aux problématiques d'installation de nouvelles activités hein, où on voit comment ça peut devenir compliqué dans le cadre d'un débat public ou d'une association d'habitants ou de concertations citoyennes qui vont être de plus en plus tendues eu égard aux enjeux à l'œuvre. Donc voici ces grilles de lecture. Donc hein, je vous invite évidemment à en prendre connaissance avec le rapport que l'on a mis en ligne. Cette étude nous a paru, nous a vraiment interpellés concernant cette approche systémique. L'idée étant derrière de s'interroger sur les espaces de coopération territoriale et de dire si on fait une analyse à l'échelle d'une commune, d'un EPCI, c'est intéressant, mais on voit bien que les enjeux dépassent cette approche locale. Et quand on voit comment se répartissent justement ces différentes classes de cette typologie, ça peut aussi interpeller les acteurs locaux et l'État pour dire que certaines problématiques méritent d'être traitées à des dimensions ou à des échelles territoriales plus vastes. Bon, sur le tourisme, bien évidemment, les espaces de montagne, effectivement, s'imposent, mais on voit bien des logiques de vallée comme les transitions agrométropolitaines entre Bordeaux et Toulouse, pardon. Comment on appréhende, par exemple, des transitions agrotechniques dans des espaces qui se trouvent à la grande périphérie du bassin parisien. Comment on appréhende des transitions agro-industrielles à des espaces plus vastes, hein, à une échelle régionale, par exemple. C'est pourquoi on a prolongé cette étude en faisant des zooms territoriaux, en testant un peu nos approches et pour essayer d'avoir un dialogue avec les acteurs locaux pour voir dans quelle mesure, effectivement, on pouvait s'intéresser à la manière dont pouvait se développer un certain nombre de dispositifs publics à des échelles plus vastes que des échelles locales. Donc, nous allons terminer cette étude hein, au début janvier. Donc, là aussi, nous vous communiquerons les résultats. Et puis, autre suite que nous envisageons, c'est de mettre en ligne cette typologie dans notre carte interactive sur le site de l'Observatoire des territoires,
en mettant bien évidemment en ligne ces données, on a sélectionné quelques indicateurs pour expliquer pourquoi telle commune sur la première grille typologie fonctionnelle ou tel EPCI ou bloc de territoire pouvait appartenir à telle ou telle catégorie pour justifier, expliquer hein, en fait les indicateurs qui ont prévalu au classement de tel ou tel territoire dans ces catégories. Alors, pour conclure, hein, on est bien ici, non pas dans un zonage, mais dans une grille de lecture qui doivent interpeller les acteurs sur des enjeux qui ont plus ou moins de prégnance dans certains territoires. C'est pour nous aussi l'opportunité de, bien évidemment, d'interpeller sur les échelles d'intervention. Et donc, c'est déjà une grille de lecture que nous utilisons au sein de la NCT, hein, avec les différents dispositifs d'action publique qui sont à l'œuvre. On regarde par exemple dans quel territoire se trouvent les territoires d'industrie, dans quel profil de territoire se trouve Action Cœur de Ville ou les petites villes de demain, ou toutes les actions qui vont être mises en place dans le cadre des programmes ruralité. Et donc, je pense qu'effectivement, c'est une approche qui permet et qui, je pense, répond à son objectif initial de montrer que les communes rurales, les territoires ruraux répondent vraiment à des diversités de situations, à des enjeux territoriaux qui doivent interpeller les acteurs publics hein, en termes d'action publique. Je suis désolée si j'ai l'impression que j'ai quand même un peu dépassé mon temps de parole. Je vous prie de m'en excuser. Merci Sylviane. Est-ce que le son est réactivé au niveau de la webconf? Sylviane, tu m'entends? Oui, moi je vous entends. Oui, parfait. Oui, alors c'était pour la bonne cause, Sylviane, que de prendre un peu plus de temps qu'initialement programmé. Et tous ces travaux montrent pleinement à quel point l'Agence nationale de cohésion des territoires continue de questionner les espaces et d'aider les porteurs de projets à eux-mêmes se questionner sur la bonne échelle d'intervention et de coopération, hein. Tu as apporté aussi cet élargissement même à notre compréhension des territoires comme des ensembles qui sont appelés à coopérer. Je m'appelle Virginie Moura, je travaille au pôle de services et d'action régionale, qui est un pôle national situé à Marseille et qui est spécialisé sur l'analyse territoriale. Alors, ça pourrait laisser penser, j'ai partagé mon écran, hein. Ça pourrait laisser penser euh, que je vais apporter des réponses et ne pense pas qu'on puisse autant s'avancer que ça. Est-ce que tout le monde voit l'écran que je partage? Tout à fait. Alors, sur qu'est-ce que c'est que le territoire? Alors, ce zonage, effectivement, il a été publié l'année dernière. Et je pense que ça va être peut-être. Alors, attendez, j'arrive pas à. Ah, ça y est. Ça va être l'occasion, en fait, peut-être pour les auditeurs, de rentrer dans la cuisine d'une construction de zonage tel que ça peut avoir lieu à l'INSEE. euh, et de voir ce que peut et ne peut pas faire ce type-là de zonage. Donc là, les bassins de vie, donc c'est un zonage qui n'est pas tout neuf et qu'on a refondu en 2022 au bout de, ça faisait 10 ans que la précédente mouture avait été produite. Et un bassin de vie, qu'est-ce que c'est? C'est le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès aux équipements les plus courants. Alors, vous voyez qu'on ne questionne pas la notion de territoire. On pourrait interroger qu'est-ce que c'est que les équipements les plus courants. On pourrait se poser plein de questions autour de ça, c'est-à-dire se dire est-ce que c'est les équipements dont les gens ont l'usage le plus quotidien ou dont une majorité d'habitants ont besoin. Voilà. Donc ça, c'est assez compliqué à faire. Par ailleurs, on n'a aucune notion de fréquentation des équipements. Alors, ce qui me mène au deuxième point, qu'est-ce que c'est qu'un équipement? C'est un lieu d'achat de produits ou de consommation de services. Donc, par exemple, ça va être un supermarché, une boucherie, un pédiatre. Voilà. Donc, c'est extrêmement varié, hein. Il y a presque 200 équipements dans la base permanente des équipements.
Et cette base permanente d'équipement, elle prétend pas être complètement exhaustive. Donc, elle recense de façon, on pense, assez fiable et satisfaisante malgré tout, l'ensemble de ce qui existe sur le territoire comme lieu d'achat de produits ou de consommation de services. Donc là, c'est avec la base permanente des équipements de 2021 qu'on a travaillé, et cette base, elle est distinguée en domaines et en gamme. Donc les domaines, ça va être par exemple éducation, santé, services aux particuliers, etc. Les gammes, c'est autre chose. C'est une construction qui est assez complexe, qui est produite dans un autre pôle de service à l'action régionale qui est à Lyon. Donc ça, c'est une manière en fait de regarder la coprésence de certains équipements dans des communes. Et donc, on va avoir une gamme de proximité avec des équipements qui sont présents dans énormément de communes et qui sont souvent présents ensemble, une gamme intermédiaire et une gamme supérieure où, au contraire, on va avoir des équipements bien plus irréguliers sur le territoire et singuliers. Alors, je m'arrête pas beaucoup sur le plan parce que je pense que je vais essayer de faire vite. Donc, il y a eu des évolutions méthodologiques, comme c'est souvent le cas dans les zonages, pas uniquement du fait de la fantaisie des statisticiens, hein, c'est aussi que le monde autour bouge, donc on est contraint d'en tenir compte. Et ça complique énormément les possibilités de comparaison dans le temps. Je vais vous expliquer comment on détermine des pôles, des communes pôles qui offrent un certain seuil de services et d'équipements. Ensuite, comment on construit les bassins de vie, et je vais rapidement vous parler de la publication qui en a été tirée. Alors, ce que je vous disais, c'est le monde bouge, évidemment. Donc, entre les BPE 2021 et la BPE précédente de 2010, il y a eu pas mal de changements. D'abord, on repère mieux non seulement les apparitions de nouveaux équipements, mais aussi leur disparition. Ensuite, il y a des équipements qui étaient rares hein, en 2010 et qui deviennent plus fréquents. Donc, ils vont changer de gamme entre proximité, intermédiaire et supérieure. Je ne m'arrête pas sur le détail, mais c'est le fond de l'affaire est là. L'autre chose, c'est qu'on a aussi progressé techniquement. Donc, on a parlé de carreaux tout à l'heure, de carroyage. Alors, il y a des carreaux de 1 km de côté. Là, on utilise carrément des carreaux de 200 mètres de côté. C'est-à-dire qu'on regarde où résident les habitants, en fait, à partir d'une base fiscale qui s'appelle Fidéli. On les situe dans des carreaux comme ça et on va regarder la distance qu'ils doivent parcourir par la route pour s'équiper sur tel ou tel bien ou service. Alors, chaque fois qu'on fait un zonage, une question cruciale, c'est celle de la maille. On avait travaillé la fois précédente pour les bassins de vie sur une manière d'agglomérer en fait toutes les communes très urbaines. Dès qu'on avait plus de 30 000 habitants dans une unité urbaine, on considérait que ça faisait un tout. Et on ne cherchait pas à distinguer à l'intérieur de ces éléments-là. Et en dehors seulement de ces grosses unités urbaines, on travaillait à la commune. Cette fois-ci, on a intégralement travaillé à la commune. Ce qui veut dire qu'on va regarder l'équipement au niveau des communes et la manière dont les gens vont circuler entre communes pour aller s'équiper. Alors évidemment, quand on est dans une très grande commune, une commune urbaine en général, on a quasiment tous les équipements qui sont présents, sinon sur place, au moins à très grande proximité. Donc, la question des bassins de vie pour ces très grandes communes, très urbaines, elle est probablement moins intéressante que quand on va s'intéresser aux territoires plus ruraux. Malgré tout, on a travaillé à la commune. Alors, comment est-ce qu'une commune fait pour être considérée comme pôle de service? En fait, il y a deux conditions. Une première condition, c'est qu'il faut qu'elle ait la moitié des équipements de la gamme intermédiaire. Donc ça, on a repris la méthodologie de l'ancienne grille de bassin de vie.
Donc, il y a 35 équipements dans cette gamme intermédiaire. Vous voyez les domaines en dessous. Donc, il faut au moins 18 équipements. Et par ailleurs, il en faut au moins un par domaine. Alors, il y a 2 domaines qui sont moins représentés, enseignement et sport, loisirs, culture. Ils sont donc réunis. Donc, si vous remplissez ces conditions, vous êtes une commune pôle de service. Ça en fait énormément. Donc, on en a presque 2850. Et le problème, c'est que des fois, elles sont collées les unes aux autres. Donc là, vous avez justement un exemple local. Et grosso modo, on peut aller de Nantes à Angers en passant de commune pôle à commune pôle, qui sont contiguës. Évidemment qu'on ne va pas se dire tout ça, ça va nous faire un énorme bassin de vie, puisque quand même les gens de Nantes s'équipent bien plus à Nantes qu'à Angers. Donc on va avoir besoin de réunir ou de scinder parfois des, euh, des pôles. Alors comment on procède? Alors, d'abord, quand j'ai pas sauté une diapo. Ah oui, non, mais c'est parce que j'ai pas tout dit. Alors, on s'est dit qu'on allait réunir les communes qui remplissaient ces conditions pour être pôle en se limitant aux frontières des unités urbaines. Donc là, on reprend cette notion d'unité urbaine. Donc, on ne peut pas réunir 2 communes pôles qui seraient dans 2 unités urbaines différentes. Donc, c'est une notion de continuité du bâti qui a prévalu pour faire cette séparation. En revanche, parfois à l'intérieur d'une unité urbaine, on se retrouve malgré tout avec des énormes agglomérats de pôles. Donc là, c'est l'exemple d'Avignon. Avignon, c'est une zone très multipolaire. Et donc, on a eu besoin de se dire, on va quand même essayer de séparer en plusieurs morceaux. Donc, quand il y a ces cas-là, on était certes dans la même unité urbaine, mais on a séparé les pôles par pôle d'aire d'attraction des villes. Donc, vous voyez qu'on convoque en fait plusieurs autres zonages pour arbitrer les cas un peu complexes comme ça, où on trouverait des bassins de vie beaucoup trop gros. Alors, ça fait l'occasion de plein de discussions en interne, évidemment, ces choix, hein, qui sont jamais parfaits. Alors, à l'inverse, on a aussi des endroits peu denses, hein, des endroits ruraux, où on a des communes qui sont presque pôles. C'est-à-dire, elles arrivent pratiquement à réaliser les conditions attendues, mais pas complètement. Sauf que parfois, elles ont des voisines et que si elles mettaient en commun leurs équipements, elles parviendraient à atteindre les seuils pour être pôles. Donc, on a reconstitué comme ça des groupements de pôles dans le rural. Il y en a relativement peu, mais voilà. On a aussi veillé à ce que ces regroupements de pôles dans le rural, quand ils intervenaient, soient situés à distance des pôles déjà existants. Donc ça nous évite pour le moment de nous tromper et d'imaginer, vous voyez par exemple ces 2 pôles ruraux, la Montcornet et Villeneuve-sur-Aisne. Donc ça, c'est 2 pôles qui ont été créés par agrégation de presque pôles. Si on ne les avait pas eus, on aurait imaginé que les gens de ces territoires-là s'équipent bien plus loin qu'ils ne le font certainement en pratique. En revanche, si on s'était retrouvé à avoir Montcornet situé entre 2 pôles déjà bien identifiés, on n'aurait pas repêché, entre guillemets, ces pôles ruraux-là. Il y a aussi une notion de distance pour essayer de rendre compte de la façon dont les gens circulent ou pas sur le territoire pour s'équiper. Bon, c'est un peu cuisine, hein. Dernier élément, en fait, on a aussi voulu éviter qu'il y ait trop d'éparpillement des pôles, c'est-à-dire parfois vous avez une commune assez dense et dans sa ceinture urbaine, un autre pôle qui est en réalité non contigu, mais malgré tout très proche. Donc, quand on a repéré comme ça un petit pôle à proximité d'un gros pôle et que ce petit pôle se situe dans la ceinture urbaine, dans un certain nombre de cas, on l'a réintégré comme faisant partie du pôle principal. Alors, tout ça nous a conduit à avoir à peu près 1700 pôles, mais j'y reviendrai après. Une fois qu'on a les communes pôles, on n'a pas terminé le travail. Il faut
encore voir où s'équipent les communes qui ne sont pas pôles, les habitants des communes qui ne sont pas pôles. Donc, pour ça, on utilise un algorithme qui s'appelle Annabelle et qui va agréger commune après commune, donc c'est un petit peu long à tourner. Chaque commune a une plus grosse commune voisine proposant des équipements. Donc, on a une énorme matrice de flux de commune à commune. Et cette matrice de flux, elle rend compte, par exemple, entre une commune A et une commune B. Le flux de A vers B, c'est combien d'équipements qui sont absents de A sont proposés dans B, parmi les équipements de proximité intermédiaire. Excusez-moi. Et on multiplie ça par la population de la commune. Donc, on imagine que toute la population de la commune se déplace dans la commune B pour aller s'équiper sur les équipements manquants. Donc, quand on a ces matrices de flux, on repère le flux plus élevé dans toute cette énorme matrice et du coup, on agrège une commune A à une commune B. Une fois cette agrégation faite, on recalcule toute la matrice de flux et ainsi, de commune en commune, on agrège absolument toutes les communes, à peu près. Et à la fin, on va pouvoir construire nos bassins de vie. Alors là, c'est une tentative de rendre ça visuel, cette grille des flux. Donc imaginez, vous avez 6 communes, là, A, B, C, D, E, F. A et B sont pôles. Et donc, on va raconter les flux entre les communes A, B, C, D, E, F et les communes A, B, C, D, E, F. Donc, quand on est sur la diagonale, ça ne nous intéresse pas puisqu'on ne va pas agréger une commune avec elle-même. Et on va aussi agréger des communes qui sont contiguës. Donc, on ne va pas pouvoir agréger C avec E ou C avec F. Maintenant, qu'est-ce qu'on va regarder? On va dire, tiens, j'ai ma commune A, il lui manque quand même des équipements. Donc, elle est susceptible d'aller en chercher dans la commune C. Et donc, il manque peut-être un seul équipement. Il y a 3000 personnes dans la commune A. Et le flux, ça vaut 3000. Si elle va chercher 3 équipements dans la commune E, ça nous fait 9000. Bien, donc on fait ça, c'est surtout intéressant pour les communes non-pôles. Et ensuite, petit à petit, voilà, on va regarder le plus gros flux. Donc là, c'est la commune E qui envoie 35 000 habitants. Donc c'est une grosse commune, hein, probablement, qui envoie des habitants vers A pour aller s'équiper. Donc ça va être le flux le plus important. Donc on va agréger E avec A. Je ne sais pas si ça a un intérêt pour que je détaille plus, mais C'est très clair en l'état, je pense. très bien. Donc on fait ça. Donc ensuite, on a notre agrégat A plus E, etc. Et de proche en proche, on finit par tout agréger. Alors, on a des bassins monocommunaux, on a des enclaves, on a des exclaves. Donc tout ça, c'est le lot de la constitution de zonage. Donc on arbitre sur un certain nombre de choix. Alors on essaye de ne pas arbitrer évidemment à la main, hein, mais de se donner des règles. Et puis on demande aussi aux directions régionales, euh, grâce à leur connaissance du terrain, de valider ou pas en fait nos propositions. Donc, il y a un certain nombre de propositions, par exemple, qui ont été discutées, notamment dans les Pays de Loire, mais pas que, et qui ont donné lieu à divers arbitrages. Donc, à la fin, on se retrouve avec 1700 bassins de vie. Alors, il y a eu une publication. Ces bassins de vie, en fait, on les distingue en plusieurs types. Donc, on utilise notamment la grille de densité. Donc, il y a les 3 grands niveaux de la grille de densité, dense, densité intermédiaire, rurale. Donc, on croise une approche qui est plutôt fonctionnelle avec une approche qui va être morphologique. Et on distingue le rural suivant rural périurbain, rural non périurbain, selon une définition, je ne sais pas si ça vaut le coup de la rappeler. Enfin, apparemment, Isabelle me disait que ça, c'était pas la peine de trop m'arrêter. Alors, qu'est-ce qu'on voit quand on regarde ces croisements? Donc, on regarde nos bassins de vie suivant leur appartenance en termes de densité. Donc là, vous voyez, on regarde combien on a d'équipements de la gamme de proximité dans chacun des types de bassins, de la gamme intermédiaire et de la gamme supérieure. Donc, sur la gamme de proximité, vous voyez que tous les bassins de vie ont tous les équipements en moyenne. Rares sont ceux à qui il en manque un de la gamme de proximité. Sur la gamme intermédiaire, il y a un peu plus d'écart entre les bassins de vie les plus denses
et les moins denses. Malgré tout, on reste proche. C'est-à-dire, l'énorme majorité des équipements de la gamme intermédiaire sont présents dans tous les bassins de vie. Les écarts se creusent en revanche sur la gamme supérieure. Donc, gamme supérieure, c'est 47 équipements au maximum. Donc, dans l'urbain dense, en moyenne, on en trouve 45. La densité intermédiaire, on est à 27. Et le rural, on est à 15. Alors, si on fait ce petit zoom sur rural périurbain, rural non périurbain, on en trouve un petit peu plus dans le non périurbain que dans le périurbain. Donc, on se dit, tiens, c'est peut-être surprenant. Alors, ceci dit, il y a des différences morphologiques entre les bassins de vie périurbains et les bassins de vie non périurbains. Les deuxièmes sont beaucoup plus étendus que les premiers et beaucoup moins denses. Donc, ça explique probablement une partie de ces différences. Et puis, la caractéristique des périurbains, c'est qu'ils sont périurbains, donc à proximité de territoires qui sont déjà équipés. Donc, c'est possible aussi que parfois des équipements ne s'y trouvent pas parce qu'ils sont finalement pas si loin de territoires intermédiaires. Alors ça, c'est la présence des équipements, mais la présence ne dit pas tout. La question, c'est aussi la question de la distance en temps pour y accéder. Donc, sur la gamme de proximité, sur la gamme intermédiaire et sur la gamme supérieure, on voit que présence ou pas, en réalité, moins on est dense, plus on a besoin de temps pour accéder aux équipements de la gamme intermédiaire. Donc là, c'est la proportion de la population qui met plus de 6 minutes pour accéder à la gamme de propriété, plus de 12 minutes, je dis propriété, mais c'est proximité, 12 minutes pour intermédiaire et 21 minutes pour supérieur. Donc, on a presque un tiers de la population rurale qui met plus de 21 minutes pour accéder aux équipements de la gamme supérieure. Alors là, maintenant, si on compare périurbain et non périurbain, les écarts sont beaucoup plus nets que ce qu'on voyait avec la présence ou pas des équipements. Donc, on voit que là, la part de gens qui sont éloignés, elle devient nettement plus forte dans le rural non périurbain. Voilà. Alors ça, c'est une autre approche où on s'est dit, alors qu'est-ce qui manque dans le rural, entre guillemets? Quels sont les équipements qui font défaut? Donc on a regardé, on a constitué des domaines, des sous-domaines en fait, et on a regardé selon cette grille en 4 niveaux, qu'est-ce qui manquait? Donc, ce qui manque notamment, par exemple, c'est du côté des services. On voit, si on prend un équipement des services, en moyenne, il est présent dans quasiment 100% de l'urbain dense, dans 65% des bassins de vie urbains intermédiaires, et on tombe autour de 30% pour le rural. C'est en particulier le cas, par exemple, pour les agences et les relais Pôle emploi, qui sont particulièrement rares dans les bassins de vie ruraux. Alors ça peut poser des questions d'équité, et ça nous avait semblé intéressant, notamment au moment où était discutée l'idée enfin, de tenir compte en fait du territoire et du niveau de chômage sur le territoire pour prendre en compte en fait les droits des chômeurs. Je suis désolée, il y a de plus en plus de soleil, je ne vois presque plus mon écran. Cette année vie, là. Alors, ce qu'on a vu qui était particulièrement en déficit, on le voit relativement quand même bien sur cette illustration, c'est la santé, donc ça surprendra à personne. Donc, les médecins spécialistes qui sont particulièrement rares relativement à ce qu'on observe dans l'urbain quand on est dans des bassins de vie ruraux. Donc certains spécialistes sont plus rares que d'autres, hein. On avait noté les pneumologues, les pédiatres, les psychiatres, enfin, les dermatos. Voilà. En termes d'éducation aussi, il y avait des gros écarts entre les bassins de vie ruraux et urbains. Alors, sur les lycées, évidemment, mais aussi sur les centres de formation des apprentis, qui sont peut-être là aussi un enjeu, puisqu'on est rentré dans un paradigme de développement de l'apprentissage voilà, enfin,
à tout prix, disons, et la présence de centres de formation des apprentis dans le rural est extrêmement rare. Voilà, donc ça introduit des inégalités potentielles hein, qui sont importantes. Alors voilà une carte hein, qui raconte la distance aux équipements, en fait. Qu'est-ce que c'est la part de la population qui est éloignée de plus de 12 minutes de la gamme intermédiaire par bassin de vie? Bon, on voit une magnifique diagonale dite du vide. Euh, j'ai collé à côté une carte. Alors, bon, ça date de 2021, celle-ci. C'est une carte de densité en 4 niveaux. C'était parce que ça permettait bien de faire la comparaison. On voit que la part de population éloignée de plus de 12 minutes reproduit assez largement euh, la question de la densité. Donc notre zonage fonctionnel n'est pas si éloigné que ça d'un zonage morphologique, au final. Ça, c'est un dernier élément de la publication. Je ne sais pas si je m'arrête trop dessus, parce que je vois que l'heure a beaucoup tourné, qui montrait que plus la population euh, augmente, plus on est dans une période d'accroissement de la population, plus on a observé sur les 10 dernières années sur un ensemble d'équipements courants, une augmentation du nombre d'équipements. Alors il y a une forme de logique, hein. On ne sait pas qui est la poule et qui est l'œuf en revanche. Ce qu'on voit, c'est que c'est très marqué dans le rural, un peu plus encore que ça ne l'est dans l'urbain, cette dépendance, enfin, ou ce lien entre évolution de la population et évolution du nombre d'équipements. Qu'on peut avoir des endroits où les équipements évoluent énormément, et la population aussi, à se demander si, sous peu, ils vont pas basculer du rural périurbain vers de l'intermédiaire et devenir des pôles. Il y a évidemment aussi dans tous ces bassins de vie des effets tourisme, c'est-à-dire on a des bassins de vie qui sont équipés non pas parce qu'il y a de la population résidente, mais parce qu'il y a de la population de manière plus ou moins transitoire pendant des périodes touristiques. Voilà. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Virginie pour nous avoir dévoilé tous les secrets de fabrication des bassins de vie et même ceux qui étaient inavouables. Nous allons désormais prolonger avec le cas d'usage de ces bassins de vie sur l'exemple de la région des Pays de la Loire avec l'intervention d'Arnaud. Arnaud, je compte sur ta concision. Je vais essayer. Donc, bon. Ah ouais, ça sera compliqué. Donc, je vais vous présenter une étude coécrite avec Laurent Feufeu, qui travaille lui aussi au CED de l'INSEE des Pays de la Loire, donc, qui se base sur le zonage en bassin de vie qui vient de vous être présenté, et donc qui porte sur l'accès aux équipements dans la région. Je ne sais pas si ça marche ou pas, ça. Ok. Alors, une tentative de synthèse de la présentation qui vous a été faite, disons dans le cas général, un bassin de vie, donc c'est le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès aux équipements et services les plus courants. Comme vous l'a expliqué Virginie, ils sont déterminés construits en deux temps. On détermine d'abord les communes dites pôles de service, donc ce sont des communes qui disposent, on va dire, d'un éventail suffisamment varié d'équipements qui ne sont pas les plus courants, mais les dits de gamme intermédiaire, on reviendra dessus après. Et ensuite, on regroupe les communes qui ne sont pas pôles de service avec les communes pôles de service, les contigus, les plus accessibles pour les habitants. Et donc, c'est le zonage pertinent pour l'analyse de l'accès aux équipements, ce qui est le sujet de l'étude. Ah, trompé de sens. Donc, il y a, on détermine, enfin, on tient compte de 3 gammes d'équipements dans l'étude, suivant la fréquence d'utilisation et la proximité de ces équipements. Donc, il y a la gamme de proximité qui correspond aux services qui sont présents dans le plus grand nombre des communes. Donc, par exemple, les boulangeries, les médecins généralistes. La gamme intermédiaire, donc on considère avoir un rôle structurant sur le territoire et qui est notamment permet de construire les pôles de services dont on a parlé à l'instant. Où là, ce sont donc des équipements
un peu plus rares, mais quand même pas, enfin, quand même qu'on utilise de façon assez fréquente, comme les banques, les laboratoires d'analyse médicale. Et puis, vous avez les gammes d'équipements dites supérieures, qui là sont des équipements plus rares et qui sont souvent situés dans les plus grandes villes. Donc, hypermarchés, services d'urgence médicale, pas mal de spécialités médicales, justement. Alors, voilà une carte de la région avec différents types de bassins de vie. Donc, il y en a 124 qui structurent notre territoire. 3 bassins de vie dits urbains denses qui correspondent en fait aux 3 plus grandes villes de la région, donc Nantes, Angers, Le Mans. 8 bassins de vie qui sont dits urbains intermédiaires, où on va dire que ce sont des bassins de vie correspondant aux villes moyennes. Et puis 113 bassins de vie ruraux. L'originalité de notre territoire à nous, c'est la fréquence des bassins de vie ruraux, puisque plus de la moitié des Ligériens vivent dans un bassin de vie rural, et qu'au niveau national, on est à 38% de la population dans ce type de bassin de vie. Une autre spécificité, c'est le fait qu'il soit un peu moins étendu. Donc, superficie moyenne dans la région, c'est 257 km² en bassin de vie, contre 325 au niveau national. Ça va jouer un peu en faveur aussi de l'accès aux équipements. Ici, on a un graphique qui représente l'éventail d'équipements proposés dans chaque type de bassin de vie. Donc, s'il est rural, urbain intermédiaire ou urbain dense. On est dans la moyenne nationale pour quasiment tous les types d'équipements et types de bassins de vie, à l'exception donc des bassins de vie urbains intermédiaires, donc les villes de taille moyenne, où là on a une bonne palette d'équipements proposés de la gamme supérieure, avec 77%, alors en moyenne sur les 8 bassins de vie intermédiaires, 77% des équipements de la gamme supérieure qui sont présents dans nos villes de taille moyenne, tandis que on est un tout petit peu au-dessus de la moitié au niveau national. Donc, mieux équipé sur ce type de bassin de vie. Une autre spécificité de la région, mais qui n'est pas spécifique à notre région, c'est spécifique à toutes les régions qui ont du littoral ou voire aussi des montagnes, enfin des zones touristiques, c'est qu'on a des bassins de vie dits touristiques qui sont plutôt mieux équipés que les autres par rapport à la population résidente à l'année, puisque lors des saisons liées au tourisme, il faut aussi subvenir aux besoins d'une partie des touristes au moins. Pour ce qui est des temps d'accès, donc là, je vous ai représenté sur le tableau, un tableau avec beaucoup de chiffres. C'est les temps d'accès moyens aux équipements, donc avec en ligne le type de bassin de vie, donc urbain dense, urbain intermédiaire, rural, et puis en colonne les différentes gammes, et les Pays de la Loire et la France métropolitaine hors Paris, puisque Paris est un peu à part, donc on l'enlève des moyennes nationales pour faire nos comparaisons. Et donc, pour aider à lire ce tableau, il y a des couleurs. Donc, le rouge correspond au type de bassin de vie et gamme d'équipements pour lesquels le temps d'accès est supérieur dans la région par rapport à la moyenne nationale. Et le vert correspond à l'inverse, c'est-à-dire qu'on est plutôt plus accessible dans la région. Donc, on voit que pour la gamme de proximité, on a des moyennes de temps d'accès légèrement supérieures dans la région, sauf dans le rural non périurbain. Par contre, pour les autres gammes, on est plutôt on est bien placé puisqu'on a des temps d'accès systématiquement inférieurs, quel que soit le type de bassin de vie et quelle que soit la gamme entre intermédiaire et supérieur. Alors ici, on a 3 cartes. Donc après une analyse un peu générale de la région, là c'est plutôt l'idée est plutôt d'identifier des territoires où il y aurait malgré tout, puisque là jusqu'ici on a plutôt un bon accès aux équipements, où il y aurait un accès disons plus lointain, plus difficile. Donc sur ces cartes, on a différentes palettes de rose ou rouge, et donc les couleurs les plus foncées correspondent au territoire où le temps d'accès moyen de la population au type d'équipement est supérieur au seuil, donc on considère comme définissant l'éloignement.
Donc, pour la gamme de proximité, c'est 6 minutes. La gamme intermédiaire, c'est 12 minutes. Et la gamme supérieure, c'est 21 minutes. Donc, c'est ça qu'il faut essayer de regarder sur ces 3 cartes. On identifie, je pense, des territoires qui sont souvent rouge foncé. Et donc ça, ce sont les territoires où, enfin, selon l'étude en tout cas, il y a des enjeux d'accès aux équipements pour les habitants. Et ça se résume, ça se résume dans cette carte qui est celle qui figure dans la publication en fait, où là, la couleur dépend du nombre de gammes auxquelles les habitants sont éloignés. Donc les territoires, je dirais Bordeaux, les habitants de ces territoires-là ont un temps d'accès supérieur à ce qu'on considère comme le seuil d'éloignement pour les 3 gammes. Ça correspond à un Ligérien sur 20. Voilà, donc c'est un peu le deuxième enjeu de la publication, identifier aussi des territoires où peut-être il y a des démarches de progression sur l'accès aux équipements. Voilà, donc la conclusion de l'étude, c'est qu'on est plutôt bien équipé, on a plutôt de bons temps d'accès dans la région aux équipements. Il y a quelques limites quand même, c'est qu'on tient compte ici que, déjà ce sont des moyennes, on ne tient compte que des temps de trajet par la route. Il peut y avoir d'autres critères qui peuvent faire plus ou moins bien accès aux équipements, comme les capacités d'accueil, les horaires d'ouverture, les coûts des services, et éventuellement l'existence d'une démarche sur Internet pour éviter le déplacement. Voilà, je vous remercie de votre attention. Remarquable exercice de synthèse, Arnaud, merci, qui met donc en avant cette meilleure accessibilité en moyenne, tout en pointant des territoires d'éloignement d'une certaine façon, puisqu'ils sont systématiquement plus éloignés que d'autres de toutes les gammes d'équipements. Nous allons avoir un dernier exposé qui va nous proposer une lecture affinée sur un type de service en particulier, en s'interrogeant sur l'accessibilité vis-à-vis des services de soins. Laura, je t'en prie. Oui, donc bonjour à tous. Laura Gallet, chargée d'études à l'INSEE. Je vais essayer d'être très très courte, mais ça va être un peu compliqué, je n'ai pas beaucoup de temps, pour parler de l'accès aux soins dans les bassins de vie de la région. On va commencer par une petite définition un peu obligatoire. Donc l'APL, ce n'est pas la même chose que l'APL que vous connaissez au niveau logement. Et après, on va parler de 2 études, une sur les médecins et une sur les infirmiers libéraux. Donc, une partie définition, je suis désolée, on est obligé de commencer par ça pour mieux comprendre la suite. Donc, APL, au niveau santé, c'est l'indicateur d'accessibilité potentielle localisée. C'est un indicateur local de répartition des professionnels de santé pour voir où ils sont situés. Cet indicateur, il est calculé au niveau de la commune. Donc, il indique pour une profession donnée le volume de soins accessible pour les habitants de cette commune, compte tenu de l'offre disponible de la demande au sein de cette commune et dans les communes environnantes. Et dans ce calcul ne sont pris en compte que les professionnels de santé exerçant hors hôpital. C'est-à-dire donc les professionnels de santé qui sont libéraux ou salariés d'un centre de santé. Cet indicateur a été développé par la DRES, donc c'est la Direction de recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère de la Santé. Le calcul de l'APL n'est pas le même pour les médecins généralistes ou pour les infirmiers libéraux. Pour les médecins généralistes, on regarde le nombre de consultations accessibles par habitant à moins de 20 minutes du domicile. Et pour les infirmiers libéraux, c'est l'équivalent temps plein, qu'on appelle ETP. Ça correspond au niveau d'activité médian de la profession considérée. Donc, 100 ETP, 100 équivalent temps plein, correspond donc à l'offre de soins que peuvent fournir 100 professionnels de santé avec une activité médiane. Ça permet d'enlever les professionnels qui sont à mi-temps, par exemple. Enfin, de ne pas calculer un professionnel à mi-temps comme une personne, mais une demi-personne, entre guillemets. Donc, la demande de soins donc, est calculée à partir de la population des communes, de la commune et des communes environnantes, et c'est calculé, c'est standardisé par tranche d'âge. Parce qu'en fonction de notre âge, on n'aura pas besoin aux mêmes équipements que les autres. Donc, c'est le petit graphique qu'on voit. Ça permet de comparer entre eux des territoires qui n'ont pas la même structure par âge de la population et dont les besoins de soins peuvent être différents. À l'échelle de droite et en bleu ciel, c'est les infirmiers. Et on voit bien que plus l'âge augmente, plus la demande, le besoin en infirmiers est important. Donc, une commune avec une population vieillissante aura plus besoin d'infirmiers qu'une population avec une commune assez récente.
Idem, en bleu foncé, c'est les sages-femmes. On a plus besoin de sages-femmes entre 20 et 40 ans que avant ou après. Donc, ça permet de comparer des territoires entre eux, même s'ils ne sont pas faits de la même façon, même s'ils n'ont pas le même type de population. Donc, voilà pour la définition de l'APL. Donc, la première étude que je vous parlais, c'est l'accès aux soins se dégrade dans les zones rurales, qui vous parle des médecins généralistes. Donc, on va regarder les cartes au niveau bassin de vie, parce que cet APL est calculé au niveau commune, mais on peut aussi le calculer au niveau bassin de vie, pour comparer entre eux les bassins de vie. Alors, au niveau global d'abord, donc l'accès aux soins, donc je vous ai dit, se dégrade dans les zones rurales, donc aux soins des médecins généralistes. En 2021, pour les médecins généralistes, donc pour la région, on était à 3,7 consultations en moyenne par habitant, contre 3,9 en 2015, donc ça diminue. Et surtout, on est inférieur à la France métropolitaine, qui ont accès à 3,9 consultations en moyenne par habitant. Et si on regarde au niveau bassin de vie, donc ça, c'est la carte des bassins de vie. Donc, on retrouve les 122 bassins de vie qu'Arnaud vous a présentés. Plus c'est rouge, moins c'est bien, moins c'est bon. Et donc, le fait de regarder par bassin de vie, par maillage territorial, ça nous permet d'accentuer et de voir les inégalités entre les départements ligériens. On voit bien, par exemple, que l'accessibilité moindre, donc les zones, les bassins de vie qui sont les plus rouges foncés, sont dans les communes rurales et notamment les communes à l'est et au sud de la Sarthe, à l'est de la Vendée et au nord de la Mayenne. Donc ça, c'est les communes où l'accessibilité aux médecins est la plus compliquée, la plus difficile. Alors que les territoires les mieux dotés, donc les territoires les plus clairs, qui ont une accessibilité aux médecins généralistes au-dessus de 4 consultations par habitant par an, c'est les territoires urbains. On voit bien Nantes, Angers, ainsi que leur périphérie, pas que les communes, mais aussi les communes environnantes. Et le littoral est principalement sur l'estuaire de la Loire, qui est en couleur rose clair, donc a une bonne accessibilité aux médecins généralistes. Ça, c'est pour les médecins généralistes. Et on a aussi calculé l'APL pour les infirmiers. Donc ça, c'est la deuxième étude. Un Ligérien sur deux a un moindre accès aux infirmiers libéraux. Au niveau d'abord globalement, donc en 2022, pour les infirmiers libéraux, au niveau régional, on est à 86 ETP accessibles pour 100 000 habitants, alors qu'au niveau national, on est à 149 ETP accessibles pour 100 000 habitants. On a 2 fois moins d'infirmiers accessibles que la France métropolitaine, donc on est vraiment, vraiment en retard. Et donc, on peut aussi regarder au niveau bassin de vie. Bah là, on voit beaucoup de rouge. Plus c'est rouge foncé, moins c'est bon. Et c'est peut-être pas très grand, je ne sais pas si vous voyez, mais la limite 149, donc si on regarde la carte France entière, tout ce qui est très très clair, rose très très clair, c'est au-dessus de 149. Donc c'est la moyenne nationale. Ça veut dire que si on regarde la carte France entière, la moitié de la carte est en couleur très claire et l'autre moitié est en couleur très foncée, en couleur une des 3 autres couleurs foncées. Et chez nous, dans la région, on ne voit pas de couleur très claire. Il n'y a que des couleurs foncées. Donc, l'accessibilité aux infirmiers est faible dans tous les bassins de vie ligériens. Il n'y en a aucun qui se démarque. Il n'y en a aucun qui est au-dessus de la moyenne nationale. On est vraiment en retard. Il y a juste une petite partie au niveau de Bain-de-Bretagne qui est très claire, mais très légère. Et si on regarde au niveau bassin de vie, donc les bassins de vie avec la plus faible accessibilité aux infirmiers, ils sont un petit peu partout dans la région. On a Montrevaux, par exemple, en Maine-et-Loire, à 45 ETP, donc 2 fois moins que la moyenne régionale. Villaine-la-Juhel en Mayenne, à 54. Saint-Étienne-de-Montluc en Loire-Atlantique, à 54. Et Mortagne-sur-Sèvre en Vendée, à 55. Donc, aucun département n'est mieux que les autres. Et si on regarde les bassins de vie les mieux lotis, donc les mieux lotis, Nord-sur-Erdre à 122 en Loire-Atlantique, Challans 113 en Vendée et Ancenis-Saint-Guéréon 112 en Loire-Atlantique et Guéméné-Penfao 112 aussi en Loire-Atlantique. Donc là, on voit bien que c'est un Loire-Atlantique qui est pas trop mal loti, mais pareil, 122 le maximum, on est bien en dessous des 149 de la moyenne nationale. Donc même si c'est un peu mieux,
on est encore loin de la moyenne nationale. Donc voilà, très rapidement pour l'utilisation des bassins de vie pour calculer l'accès aux soins. Merci Laura. Donc prenez soin de vous parce que si vous cherchez un infirmier, vous aurez du mal à en trouver. Démonstration, s'il fallait encore le faire, de l'utilité de ces outils de mesure et de ces zonages pour interpeller sur des sujets de politique publique. Là, c'est sur l'offre sanitaire. Nous en avions tous l'intuition, mais ça permet d'en faire une démonstration pleinement territorialisée. Merci pour cet éclairage. Je reviens de conclure et comme j'ai demandé aux derniers intervenants d'être particulièrement concis, je vais essayer moi-même de faire cet effort de concision sur la conclusion. Nathalie vous a évoqué la démarche de la direction régionale de réunir des études sur une thématique donnée avec ce que nous avons appelé jusqu'alors des fils rouges d'études. Elle vous a d'ailleurs invité à un prochain rendez-vous de l'INSEE sur la conclusion du fil rouge d'études sur les transitions économiques. Eh bien, pour conclure cette matinée, je voudrais simplement vous signaler que nous allons travailler à la suite de ce fil rouge à un autre ensemble d'éclairages avec une entrée sur les territoires, les espaces, notamment en revisitant les problématiques des ruralités et des urbanités. Alors, ce ne sera peut-être pas un fil rouge, ce ne sera peut-être pas un fil vert, mais un puzzle d'études territoriales. Et donc, ce sera un rendez-vous encore ultérieur, mais dont nous vous présenterons au fur et à mesure les premiers résultats. Merci pour votre participation, les questions posées, et à bientôt pour un fil rouge ou un puzzle.